Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour une nouvelle semaine d'actualité. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le lundi 2 août 2021 et voici les titres. Que deviennent nos déchets ménagers? Comment sont-ils transformés en énergie? Pour répondre à toutes ces questions, le CIDEFAGE, le syndicat de gestion des déchets du Faucigny genevois, propose des visites de son centre d'immersion éducatif et ludique. Et puis il regroupe 2500 professionnels en France. Le syndicat national des accompagnateurs en montagne défend et encadre cette profession souvent méconnue et victime d'une concurrence déloyale. Nous accueillerons dans ce journal la vice-présidente du syndicat national, Claire Schmitter. Avant de développer ces titres, ils sont de plus en plus nombreux. Des cortèges de manifestants ont défilé dans les grandes villes de nos pays de Savoie samedi. Ces protestations contre l'extension du pass sanitaire ont rassemblé près de 3500 personnes à Chambéry, plus de 3000 à Annecy. Ils étaient près de 1500 à Thonon-les-Bains et plus de 400 à Albertville. Les mobilisations se sont déroulées dans le calme. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire doit être examiné par le Conseil constitutionnel ce jeudi. S'il donne son feu vert, la mesure entrera en vigueur dès le lundi 9 août. Le pass s'appliquera alors dans les restaurants, les bars, les cafés, mais aussi dans les transports de longue distance. S'immerger dans le monde des déchets ménagers, c'est la proposition du CIDEFAGE, le syndicat qui assure la gestion des détritus dans le Faucigny genevois, propose cet été des visites pour découvrir la vie de l'usine et ses métiers. L'occasion aussi de réviser les bons gestes du tri. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Que vous soyez petits ou grands, le ciel est une invitation à vivre à travers un étonnant mélange de sons, de lumière et d'interactivité, une expérience inédite au cœur d'un univers trop souvent oublié. Grâce à une immersion ludique et inhabituelle dans le monde peu connu des déchets ménagers, les visiteurs découvrent la vie quotidienne de l'usine de traitement du CIDEFAGE et les nombreux métiers qui l'animent. Tout au long du parcours, ils sont incités à expérimenter en grandeur nature le circuit de transformation des ordures ménagères en énergie et à revisiter en s'amusant les gestes de tri et de prévention des déchets. On leur pose la question en fait en fin de visite, ce qui les a marqués le plus, ce qui les a sensibilisés le plus. Il est satisfait de comprendre ce qui se passe. Il est satisfait aussi d'avoir échangé sur le sujet et de découvrir, parce que bien souvent c'est une découverte réellement. Quelque part, oui, c'est de comprendre ce qui se passe derrière en fait, les portes d'une unité de valorisation énergétique comme celle-ci. Au départ, on parlait d'incinération sans forcément mettre l'accent sur la valorisation énergétique et de l'énergie qu'on peut produire aujourd'hui, puisque les déchets sont des produits et une vraie richesse. Mais avant tout, et le ciel est bien là pour ça, c'est de montrer le différent cheminement du déchet tel qu'on peut le connaître et avant tout d'insister sur les gestes de tri et de prévention pour une réduction à la source. Ce parcours pédagogique a la vertu de confronter les visiteurs à certaines idées reçues pour qu'ils deviennent incollables sur le tri des déchets et de leur réutilisation après transformation. Que ces déchets soient issus de la collecte sélective pour être recyclés, verts pour devenir substrat naturel et déchets ménagers valorisés en énergie. L'objectif de transparence est d'ouvrir les portes et aujourd'hui de reproduire dans le ciel un facsimilé de l'usine. C'est pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants et pour montrer qu'il n'y a rien à cacher et qu'effectivement c'est une usine qui est propre et aux dernières normes de performance énergétique. Et nous nous donnons les moyens, le CIDEFAGE, d'être dans les meilleures techniques disponibles, technologies au sein de l'usine. Plus de 600 mètres carrés d'infrastructure, le ciel est une véritable plongée au cœur de la valorisation des déchets grâce à son parcours interactif et ludique. Une expérience dont l'unique objectif est de nous rappeler que nous sommes et resterons les premiers acteurs du recyclage vertueux de tous nos déchets ménagers. À noter que les prochaines visites de ce centre se dérouleront ce mardi 3 et le mardi 10 août de 14h à 16h au centre d'immersion éducatif et ludique du CIDEFAGE. Des soirées nocturnes sont également prévues les 9 et 27 août de 18h à 20h. Il est aussi possible de visiter le matin avec le même pass le barrage central de Génissia, toujours dans le pays belgardien.
Il est l'un des plus petits budgets de Pro B de basket. Le club d'Aix-Maurienne, qui évolue en 2e division, ne manque pourtant pas d'ambition. Lors de sa conférence de presse de rentrée, il a annoncé le retour de Xavier Lin au poste de président. Lui qui a déjà officié à ce rôle en 2010 et 2014 souhaite mettre la MSB sur une bonne dynamique sur le terrain mais aussi en dehors. Lucas Ruch a recueilli les mots des principaux intéressés. On les écoute. C'est vraiment un club auquel je suis attaché, mais en plus avec vraiment des belles choses à faire dans le développement. Il y a vraiment un gros potentiel. On a un club où on a joué vraiment le bas de tableau pendant quelques années et on a tout ce qu'il faut pour remonter dans le top 10 et puis éventuellement faire les playoffs. Ouais, on essaie vraiment de bâtir un projet vraiment sur les 3 à 5 ans qui viennent. On bâtit un projet pour 2021-2025 pour mettre des choses en place dans le temps. On ne fera pas tout cette année, on va étaler un peu les choses, mais on a vraiment l'ambition de se structurer de plus en plus, d'avoir un budget de plus en plus important et puis de se donner un peu toutes les chances pour réussir au niveau du championnat. On sent qu'il y a réellement la volonté au sein du club d'avancer, de développer un projet sur les prochaines années. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui sont mis en place sous l'impulsion de notre nouveau président et c'est clair que c'est dans cette logique-là qu'on construit l'équipe, avec l'ambition d'être ambitieux, que ce soit immédiatement ou évidemment sur les années futures. On sait que la Pro B, c'est un championnat qui est extrêmement dense, que très souvent la différence entre la 6e, 7e place et la 14e ou 15e, elle est très mince. Et donc on va s'attacher à essayer d'accrocher une place le plus haut possible. Et du sport encore. Après 4 jours de compétition mémorable, les championnats de France de course d'orientation viennent de s'achever à la Plagne ce dimanche. Les meilleurs Français et quelques autres grands noms de la discipline se sont élancés dans le brouillard tarin pour la compétition de moyenne distance. Une épreuve que vous avez pu regarder en direct sur notre antenne et sur laquelle, chez les dames, Isia Basset, la médaillée de bronze pendant les championnats du monde de 2018, s'est imposée avec près de 5 minutes d'avance sur ses adversaires. Du côté des hommes, c'est le jeune Mathieu Perrin qui est donc sacré champion de France avec à peine 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Et nous restons en montagne avec mon invité du soir. Il s'agit de Claire Schmitter, vice-présidente du syndicat national des accompagnateurs en montagne, présidente également de la section de Haute-Savoie. Ce syndicat, il représente près de 2500 professionnels en France. Bonsoir Claire Schmitter, merci d'être avec nous. Une actualité pour commencer votre intervention. Ce week-end, une fausse accompagnatrice en montagne a été interpellée par les gendarmes. Elle venait de faire le tour du Mont Blanc avec un groupe alors qu'elle ne possédait aucun diplôme d'État attestant de ses compétences. C'est un réel problème auquel vous êtes habitués malheureusement, les accompagnateurs en montagne ? Bonsoir, merci de me recevoir sur votre antenne. Effectivement, de plus en plus, on est forcé de constater cette concurrence de gens qui n'ont aucun diplôme pour encadrer la randonnée en moyenne montagne. Il faut savoir que, contre rémunération, il faut un diplôme d'État qui est exigeant en termes de formation, mais qui garantit à l'usager des conditions de sécurité importantes et que la moyenne montagne, ou la montagne en général, reste un environnement spécifique avec des conditions changeantes, notamment en termes de météo. On le voit de plus en plus ces dernières années. Tout ce à quoi est complètement formé et prêt à s'adapter l'accompagnateur en montagne. Pour le distinguer des guides dont on parle peut-être plus souvent, l'accompagnateur, son domaine, quel est-il ? Qu'est-ce qu'il encadre concrètement comme activité ? Alors, les accompagnateurs en montagne peuvent encadrer plusieurs activités en dehors de la randonnée, comme le VTT par exemple, comme la marche nordique,
les randonnées dites bien-être avec le yoga, le qigong, etc., avec des animaux de bas, en trekking, c'est-à-dire à la semaine. Et ce qui nous distingue des guides de haute montagne, ça va être le milieu d'évolution, c'est-à-dire que dès lors qu'il faut un piolet et des crampons, on passe là dans le milieu dit de haute montagne. Et tout ce qui se trouve en dessous de ce milieu-là, donc il n'y a pas d'altitude précise. Parce qu'il y a des pays où les hauts plateaux sont à 5000 mètres, mais dès lors qu'on reste dans une activité de randonnée, l'accompagnateur en montagne et l'homme de la situation. Ce phénomène dont on parlait en début d'intervention, de personnes qui se prétendent finalement accompagnateurs, c'est une vraie concurrence déloyale pour vous? Absolument. De plus, elle est largement croissante. La montagne devient assez attractive parce que ce soit les stations ou les professionnels, on essaye de diversifier l'offre estivale. Donc, on va dire que ça devient un gâteau un petit peu alléchant et que forcément ça attire des gens pas toujours très honnêtes, il faut le dire, parce que, je le répète, l'encadrement en montagne de la randonnée nécessite un diplôme d'État. Il y a d'autres problématiques qui se posent alors pour toutes les professions liées à la montagne, notamment c'est celle du réchauffement climatique, de l'évolution de ce milieu montagnard. Est-ce que là aussi vous êtes impacté ? Alors on est impacté, oui, moins que d'autres professions de la montagne, parce que notre activité hivernale va être la raquette. Dès lors qu'il n'y a plus de neige, on peut passer en randonnée pédestre, donc on a une capacité d'adaptation qui se fait extrêmement facilement. Mais effectivement, on a pu constater des hivers courts, des hivers où l'isotherme remonte assez souvent. Donc ça donne des conditions difficiles, souvent avalancheuses. On constate ça effectivement beaucoup plus d'avalanches qu'il y a quelques années, sur des mois où en fait avant il y en avait moins. Et pour ça, l'accompagnateur en montagne a aussi toutes les connaissances, toute la formation pour décider de la dangerosité de l'environnement et des randonnées accessibles dans ce contexte. En ce qui concerne l'été, on est moins impacté par le réchauffement parce que c'est surtout la haute montagne avec le risque d'éboulement, d'éboulis qui a largement augmenté, qui peut nous impacter aussi, notamment sur un tour du Mont Blanc par exemple, d'où la nécessité, je le répète, d'avoir un diplôme, mais moins que les guides de haute montagne malgré tout. Les accompagnateurs, en tout cas le syndicat national des accompagnateurs en montagne, je l'ai dit, représente 2500 professionnels en France. La section de Haute-Savoie dont vous êtes la présidente est la plus importante, c'est ce que vous me disiez en préparant cette interview. Comment se passe cet été, toujours un peu particulier dans ce contexte pour tous ces professionnels, ces accompagnateurs? Est-ce que les clients sont au rendez-vous? Alors, les intentions de vote, il y a une grande étude de fait par Savoie-Mont-Blanc Tourisme qui donnait des intentions de départ à plus 25% pour cet été. Je pense que la copie, on se doit de la revoir un petit peu à la baisse parce que le contexte sanitaire évolue quotidiennement. Donc, ce qui était des intentions n'ont pas été concrétisées pour certaines. Je pense que dans les Aravis, on n'est pas en reste parce qu'on a quand même cette attraction avec le lac d'Annecy. Personnellement, je travaille en trek, on a beaucoup de demandes. Néanmoins, les groupes sont moins importants que sur des étés de pleine activité, hors contexte sanitaire. On espère que tout rentrera en tout cas dans la normale au plus vite. Merci beaucoup Claire Schmitter d'être venue nous voir et pour représenter donc les accompagnateurs en montagne, en Haute-Savoie et plus largement en France. Merci. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Nous quittons en images du côté de Tignes et Val d'Isère. Les stations accueillaient ce week-end une étape du e-bike World Tour. Les meilleurs coureurs de la discipline étaient au rendez-vous et les Français ont brillé. Le champion de France, Jérôme Gilloux, s'est imposé devant un autre Français, Hugo Pigeon. Chez les femmes, la locale de l'étape, Léa Deslandes, a devancé Nadine Sapin. Je vous retrouve avec plaisir demain pour un nouveau journal. Passez une excellente soirée sur 8 Mont Blanc.